Avec son livre « Civilisation du poisson rouge », Bruno Patino fait une analyse approfondie de l'impact de la technologie sur notre société et notre vie quotidienne. Patino soutient que la société actuelle est de plus en plus influencée par les technologies numériques qui ont un impact profond sur notre façon de penser, d'apprendre, de travailler et de nous connecter avec les autres. Patino utilise l'image du poisson rouge pour illustrer son propos. Il souligne que les poissons rouges ont une capacité d'attention très limitée et ne peuvent se concentrer que sur ce qui se passe juste devant eux. Il soutient que les humains sont de plus en plus comme des poissons rouges en raison de notre dépendance excessive aux technologies numériques qui nous distraient constamment et nous empêchent de nous concentrer sur des tâches importantes. Avec l'arrivée des IA génératives, j'identifie ce phénomène à l'effet mollusque, dans lequel les capacités intellectuelles de l'individu peuvent être considérablement réduites, comme anesthésiées, tout comme les capacités cognitives d'un mollusque sont limitées. Un mollusque est un animal à corps mou qui dépend de son environnement pour se déplacer et se nourrir, tout comme un humain qui dépend de manière excessive des IA génératives, dépend de ces IA pour réaliser des tâches intellectuelles et prendre des décisions. Cette situation peut amener des symptômes similaires à ceux observés chez les personnes qui souffrent d'une dépendance. On peut en effet observer une perte de capacité de concentration, la réduction de la mémoire et la détérioration des relations sociales. Ces symptômes peuvent entraver la capacité de l'individu à fonctionner de manière autonome et à s'épanouir dans sa vie professionnelle et personnelle. Par conséquent, il est important de prendre des mesures pour minimiser les risques liés à l'utilisation excessive des IA génératives. Tout cela peut et doit se faire en continuant à bénéficier des avantages offerts par ces technologies. Les intelligences artificielles génératives, IAG, sont de plus en plus présentes dans notre vie quotidienne, offrant des avantages certains pour la création de contenu. Dans cette vidéo, je vais maintenant aborder quelques dangers sur l'apprentissage et l'enseignement, mais qui peuvent s'appliquer à tous. Pour plusieurs, le danger numéro 1 de l'utilisation des IA génératives reste la paresse intellectuelle. Certains utilisateurs peuvent en effet se suffire des réponses faciles et rapides aux questions et aux problèmes, ce qui peut entraîner une diminution de la capacité à réfléchir et à résoudre des problèmes de manière autonome. Les IA génératives peuvent également nous amener à déléguer des tâches qui nécessitent une pensée critique, telles que la recherche et l'analyse de l'information, à des machines plutôt qu'à notre propre cerveau. On le sait, les IA génératives peuvent générer du contenu qui semble authentique et convaincant, ce qui peut amener les utilisateurs à croire sans discernement les informations qu'ils reçoivent. Les utilisateurs peuvent également devenir dépendants des IA génératives pour obtenir des informations, ce qui peut entraîner une perte de leur capacité à évaluer l'information pour identifier de possibles biais. Les biais et autres préjugés sont les échos de la programmation des IA génératives et de leur entraînement sur des données biaisées. Un phénomène bien connu en intelligence artificielle est le phénomène de la bulle. Cela signifie que les modèles de langage génèrent des contenus sur la base des contenus qui ont alimenté leur base de connaissances. Si un contenu est biaisé, mal ou pas documenté, les contenus générés seront remplis de biais, de contenus creux, superficiels voire des hallucinations. Le phénomène de la bulle va aussi limiter le spectre des contenus générés, et c'est pourquoi il arrive parfois que l'on soit surpris que le contenu généré ne couvre pas un point que nous savons important. Si nous devenons des mollusques, cela implique que nous allons perdre cette capacité à analyser et remettre en question les contenus générés. Si nous devenons des mollusques, cela implique que nous allons perdre cette capacité à analyser et remettre en question les contenus générés. Les utilisateurs peuvent ainsi être influencés par ces biais et ces préjugés, ce qui peut entraîner une vision déformée de la réalité et des décisions basées sur des informations inexactes ou trompeuses. Les IA génératives peuvent également être utilisées à des fins malveillantes, telles que la diffusion de fausses nouvelles et la manipulation de l'opinion publique. Entraîner et éduquer sa pensée critique est donc majeur pour que les choses évoluent dans le bon sens. Le dernier danger que je voulais souligner est celui de la perte de notre créativité. Il est facile de surmonter le syndrome de la page blanche avec une IA générative. Mais en est-on encore capable aujourd'hui? Le serons-nous demain?
Tout d'abord, les utilisateurs doivent être informés des risques liés à l'utilisation des IA génératives et des moyens de les minimiser. Il est également important d'encourager la diversité des sources d'informations pour minimiser les biais et les préjugés. Les gouvernements et les organisations peuvent également mettre en place des réglementations pour encadrer l'utilisation et le développement des IA génératives dans certains domaines critiques. Les développeurs doivent également prendre des mesures pour minimiser les biais et les préjugés dans la programmation et la formation de ces technologies. Cela peut inclure la transparence sur les algorithmes utilisés, la vérification des données d'entraînement et la consultation d'experts en éthique. Les enseignants, les parents, mais aussi les employeurs et les leaders d'opinion doivent promouvoir la pensée critique et encourager les gens à réfléchir de manière indépendante. En enseignement, le discours est parfois double. Il faut avoir une pensée critique, mais dans les limites de ce qui est attendu. Gros débat sur l'éducation que j'aborderai peut-être un jour. Enfin, il est important de favoriser la créativité et l'innovation humaine, car les IA génératives ne peuvent pas remplacer ces compétences uniques à l'humain. Les employeurs, les enseignants et surtout les parents doivent encourager le développement de ces compétences. En prenant ces mesures, nous pouvons espérer minimiser les risques liés à l'utilisation excessive des IA génératives et préserver notre capacité à réfléchir, remettre en question, apprendre et prendre des décisions critiques. Pour revenir à l'enseignement, il est important de continuer à faire évoluer les paradigmes de l'évaluation pour ne pas transformer les nouvelles générations en mollusques. Avoir un esprit critique, c'est posséder la capacité d'évaluer de manière objective et impartiale les informations qui nous sont présentées. C'est remettre en question ce qui nous est proposé, analyser les sources, vérifier la véracité des faits et tirer nos propres conclusions. Un esprit critique nous permet de ne pas tomber dans le piège des fausses informations, des idées reçues ou des préjugés. Bref, ne pas succomber à l'effet mollusque que j'ai pu introduire dans une précédente vidéo. Enseignants, étudiants ou même employés, vous aurez compris que c'est une compétence essentielle dans notre monde actuel, un monde dans lequel nous sommes constamment bombardés d'informations de toutes parts. Développer son esprit critique, c'est donc apprendre à penser par soi-même, à savoir filtrer les contenus essentiels, à raisonner de manière logique et à prendre des décisions éclairées. En tant qu'enseignants, nous avons la responsabilité de transmettre des connaissances fiables et de qualité à nos étudiants. Avoir un esprit critique est donc un facteur clé pour garantir notre crédibilité. Avant de continuer, je vais faire une petite digression pour parler du modèle de persuasion développé par Karl Hovland et Irving Janis. Vous connaissez peut-être ce modèle sous le nom de modèle Yale. Pourquoi je fais référence à ce modèle ? Tout simplement parce que, selon ce modèle, la crédibilité et l'expertise perçues par nos étudiants influencent son efficacité persuasive. Un contenu qui est jugé comme fiable, compétent et digne de confiance aura plus d'impact qu'une source peu crédible. Ce modèle met l'accent sur les processus psychologiques par lesquels le message persuasif est traité, comme l'attention, la compréhension, l'acceptation et la rétention dans la mémoire à long terme. Cette mécanique de persuasion est donc parfaite pour faciliter l'apprentissage chez nos étudiants pour viser les niveaux les plus élevés. Sans cela, nous nous retrouvons avec des étudiants passifs, peu motivés et enclins au décrochage. Développer notre esprit critique doit donc nous permettre d'évaluer les sources dont nous allons nous servir pour développer nos contenus d'apprentissage, de remettre en question les méthodes d'enseignement considérées comme références et d'innover en adoptant des approches plus adaptées aux besoins de nos étudiants. Mais attention, développer un esprit critique n'est pas développer un esprit contestataire. J'amène plutôt une approche de remise en question pour valider si un contenu s'applique à notre cours, si une approche ou un modèle pédagogique considéré comme une référence sont adaptés à notre contexte ou notre environnement pédagogique. L'esprit critique nous aide donc à développer notre capacité d'analyse et de réflexion, ce qui nous rend plus à même de comprendre les différents styles d'apprentissage de nos étudiants et d'adapter notre pédagogie en conséquence pour faire des choix réfléchis. De plus, en cultivant notre propre esprit critique, nous encourageons nos étudiants à en faire de même. Nous leur transmettons les compétences nécessaires pour remettre en question ce qu'on leur enseigne, pour réfléchir par eux-mêmes et pour développer leur propre raisonnement.
Cela les prépare à devenir des citoyens éclairés, capables de prendre des décisions réfléchies et de s'affranchir des idées toutes faites. Bien entendu, c'est aussi se mettre en danger, car de fait, nous poussons nos propres étudiants à nous remettre en question, et c'est ce que j'aime, avoir des cohortes qui me posent dans moi des questions matures, profondes et avec de la substance. Je veux avoir des apprenants qui peuvent ne pas être d'accord avec moi pour amener mon enseignement à un autre niveau. Avec l'arrivée des IA génératives dans le domaine de l'éducation, il est plus que jamais crucial de cultiver notre esprit critique. Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté plusieurs cas d'utilisation pour créer des contenus d'apprentissage, des scénarios pédagogiques ou même encourager la résolution de problèmes avec des études de cas sur mesure. Nous avions vu également les possibilités pour l'évaluation et comment varier les formats pour une évaluation authentique et capable de rendre absurde l'usage des IA génératives pour l'étudiant qui céderait au stress et à la tentation de manquer d'intégrité. Tricher quoi. Dans ce contexte, il est essentiel de ne pas succomber à l'effet mollusque. Nous devons donc développer et maintenir un esprit critique. Tout d'abord, il s'agit d'être en mesure d'évaluer de manière approfondie les différents modèles de langage disponibles, leurs forces, leurs faiblesses et leurs domaines d'application. Chaque modèle a ses propres caractéristiques qu'il est essentiel de bien comprendre pour pouvoir les utiliser de manière pertinente. Qui dit avoir un esprit critique dit s'interroger sur les impacts possibles de ces technologies sur les processus d'enseignement et d'apprentissage. Comment ces outils peuvent-ils enrichir nos pratiques tout en veillant à ce qu'ils ne se substituent pas à l'expertise humaine et à l'interaction personnalisée avec nos étudiants? Comment s'assurer que l'utilisation des IA génératives respecte la propriété intellectuelle, ne crée pas de nouvelles inégalités, de nouveaux biais ou de nouvelles formes de triche? Il faut donc réfléchir aux enjeux éthiques liés à l'utilisation des IA génératives en éducation, comme ceux sur la confidentialité et la sécurité des données. Les enjeux sur la propriété intellectuelle se révèlent de plus en plus importants et impactent notre utilisation des IA génératives, autant pour développer du contenu que pour évaluer les travaux des étudiants. L'esprit critique peut aller jusqu'au questionnement pour s'assurer que ces outils de génération de contenu respectent les valeurs d'équité, d'inclusion et de développement de l'autonomie des apprenants. Pour ma part, je pousse ma réflexion jusqu'aux enjeux ESG, mais ce sera pour une prochaine vidéo. La plupart des modèles de langage ont leur outil de génération de contenu, mais en ce moment, un outil fait beaucoup parler de lui, Perplexity. Perplexity n'utilise pas un modèle de langage exclusif qui lui serait propre. Il est en fait une interface qui permet d'accéder et d'interagir avec différents modèles, les LLM. Plus précisément, Perplexity offre la possibilité de basculer entre plusieurs modèles sans même qu'on s'en rende compte. Pour terminer, je fais donc le choix de rester sur les modèles de langage, car faire la liste des outils serait sans fin et obsolète dès la semaine prochaine. Ainsi, pour la création de contenu d'apprentissage, GPT ou Claude sont d'excellents choix pour générer du texte de manière fluide sur différents sujets. J'irai même à recommander la version Sonnet de Claude pour cette tâche. Gemini ou Google Bard sont également très performants et peut-être plus accessibles, mais si vous travaillez en français, Mistral est une alternative à ne pas oublier. GPT ou Claude IQ peuvent vous aider à structurer vos cours, analyser des bases de données ou exploiter vos prises de notes. Pour la correction et les rétroactions dans les devoirs, des modèles comme Jurassic ou Claude Opus sont entraînés spécifiquement pour l'évaluation et la correction de texte. Toutefois, pour l'accessibilité et les besoins d'adaptation des contenus, des modèles comme Palm de Google ou JLM de Microsoft peuvent vous aider à reformuler, simplifier ou traduire des textes, même si pour ce dernier, Google Traduction et DeepL restent les références absolues selon moi pour des besoins grand public. Pour la création visuelle, on retrouvera des modèles comme Stable Diffusion ou DALL-E. Pour la vidéo ou la musique, les outils de génération utilisent la plupart du temps leur propre LLM. Pour bien commencer, mettons-nous dans le contexte. Depuis une dizaine de jours, il y a beaucoup de discussions autour de GPT-4o. O pour omnimodal, mais on pourrait tout aussi bien dire omniprésent, tellement OpenAI a réussi à créer une véritable bulle autour de ce secteur des IA génératives.
Développé par OpenAI, GPT-4o est un modèle de langage aux capacités impressionnantes pour analyser et générer du contenu. Remarquez que je ne parle pas de compréhension. En effet, GPT-4o n'a toujours pas de conscience ni de véritable compréhension de ce qu'il génère. Il exploite ses capacités en traitement du langage naturel. Il utilise ainsi des motifs linguistiques appris à partir de vastes ensembles de données, et à en croire le coût exorbitant de son entraînement, on imagine le nombre incroyable de motifs qu'il est capable d'exploiter pour générer des réponses encore plus cohérentes et pertinentes. Plusieurs vidéos expliquent en détail ce que sont ces motifs, les tokens qui vont avec et comment ces modèles analysent et génèrent du contenu. Dans une précédente vidéo, j'ai interviewé mon clone sur la question de l'authenticité. Aujourd'hui, je ne vais donc pas approfondir ce sujet, mais plutôt me concentrer sur les enjeux liés à l'apprentissage et, par extension, à l'enseignement. Et là, je vais apporter une nuance de taille pour bien comprendre pourquoi on en parle autant. Je vais en effet amener la distinction entre le modèle de langage GPT-4o, le LLM, et l'outil de génération de contenu qu'est ChatGPT. Alors pourquoi ChatGPT-4o est-il vraiment spécial et pourquoi suscite-t-il autant d'intérêt ? Développé par OpenAI, c'est le premier véritable générateur de contenu omnimodal. Cette nouvelle version de l'agent conversationnel est capable de traiter non seulement du texte, mais aussi des images, de la vidéo et de l'audio. Ce n'est pas juste une mise à jour de son prédécesseur. C'est une avancée majeure qui change la donne. Cela m'amène donc à l'aspect vraiment unique de ChatGPT-4o, son caractère omnimodal. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Comme je viens de le dire, ce n'est pas seulement une version mise à jour de ses prédécesseurs, il apporte des avancées significatives qui le rendent encore plus performant et utile. Premièrement, ChatGPT-4o a des capacités de compréhension et de génération de texte beaucoup plus affinées grâce à la nouvelle version de son LLM. Comme nous avons pu le voir dans les différentes vidéos au moment de sa sortie, il peut produire des réponses encore plus cohérentes et pertinentes. Cela le rend donc plus efficace pour des tâches variées comme la rédaction d'articles, la réponse à des questions complexes ou même la création de contenus créatifs comme des histoires ou des poèmes. Ensuite, il y a la capacité de ChatGPT-4o à analyser et générer des images. Non seulement il peut analyser le contenu d'un écran, mais il peut aussi identifier des objets et des personnes dans une image. Il peut également comprendre le contexte et les relations entre ces éléments. Par exemple, si vous lui montrez une photo de famille, il pourra non seulement reconnaître les visages, mais aussi comprendre qu'il s'agit d'une réunion familiale et même générer une description détaillée de la scène. Une des démonstrations faites au moment de sa sortie montrait un père qui demandait à ChatGPT-4o d'analyser l'écran de son fils pour l'aider à résoudre un problème de mathématiques et lui expliquer comment faire. En plus des images, ChatGPT-4o peut aussi traiter des fichiers audio. Il est capable de transcrire des conversations, analyser des discours et même répondre à des questions si on lui parle. Tout cela n'a rien de nouveau, mais on s'en reparle, soyez patient. Un autre point fort est sa capacité à interpréter les émotions. Grâce à des modèles d'apprentissage avancés, GPT-4o peut détecter les nuances émotionnelles dans le texte, les images et les sons. Cela permet à son agent conversationnel de fournir des réponses plus empathiques et adaptées au contexte émotionnel de l'utilisateur. Mais si comme moi vous utilisez un autre agent comme Perplexity, BlueGPT ou Po, le constat serait le même. Enfin, ChatGPT-4o a été amélioré pour être plus interactif et accessible. L'agent peut gérer des conversations plus longues et complexes, garder le fil de la discussion et même garder en mémoire des conversations faites avec plusieurs GPT. Les bots version ChatGPT. Cela lui permet de revenir sur des points précédents et ainsi offrir des réponses plus complètes et détaillées. Cette amélioration rend les interactions avec ChatGPT-4o plus naturelles et fluides, presque comme si vous parliez à une vraie personne. En résumé, les améliorations apportées à ChatGPT-4o adossées aux incroyables performances de son LLM en font un outil incroyablement puissant et polyvalent. Que ce soit pour la génération de texte, l'analyse d'images, la transcription audio ou l'interprétation des émotions, GPT-4o est conçu pour offrir des performances de pointe dans toutes ses tâches. Ces avancées le rendent non seulement plus utile, mais aussi plus agréable à utiliser au quotidien. Abordons maintenant un sujet délicat mais crucial, l'effet bulle.
qu'est-ce que c'est exactement? On revient en arrière avant de continuer. ChatGPT est l'agent conversationnel d'OpenAI qui génère du contenu à partir du LLM, le modèle de langage, autrement dit GPT. On vient de voir l'incroyable avancée faite par la nouvelle version de l'agent conversationnel. Mais le réel danger vient du modèle de langage et moins de son agent conversationnel. Vous me suivez? Sans être nouveau, je vais commencer avec l'effet bulle. Cet effet se produit avec le contenu que GPT-4o vous propose car il est tellement personnalisé qu'il finit par renforcer vos propres croyances et opinions sans vous exposer à des perspectives différentes. Imaginez que vous utilisez GPT-4o pour obtenir des informations sur des sujets qui vous intéressent, comme la politique ou la santé. Au début, c'est génial. Les réponses sont précises, pertinentes et semblent parfaitement adaptées à vos besoins. Mais à mesure que vous interagissez avec le modèle, il apprend de vos préférences et commence à vous fournir des réponses qui confirment ce que vous croyez déjà. C'est là que les choses peuvent devenir problématiques. Cet effet bulle est très connu dans le monde de l'IA. Il peut vous isoler dans une sorte de chambre d'écho, dans laquelle vous n'êtes exposé qu'à des informations qui résonnent avec vos opinions préexistantes. Cela peut renforcer vos biais et vous empêcher de voir les choses sous un angle différent. En d'autres termes, vous risquez de vous enfermer dans une bulle qui peut être très difficile à percer. Le danger ici est double. D'une part, cela peut limiter votre vision du monde et vous rendre moins réceptif aux idées nouvelles ou opposées. D'autre part, cela peut contribuer à la polarisation de la société, car chacun finit par vivre dans sa propre bulle avec peu d'interaction avec ceux qui pensent différemment. Il est donc crucial d'être conscient de cet effet bulle et de prendre des mesures pour le contrer. Par exemple, vous pouvez délibérément chercher des sources d'informations variées et opposées à vos propres opinions. Vous pouvez aussi utiliser GPT-4o de manière critique, en lui posant des questions qui challengent vos croyances plutôt que de simplement les confirmer. Il y a un effet dont je n'ai encore parlé dans aucune de mes vidéos, c'est l'effet d'isolement. On en parle depuis plusieurs années avec ce qu'on observe avec les réseaux sociaux. Mais dans notre contexte des IA génératives, il est un des échos de l'effet bulle et va donc avoir une dimension supplémentaire. Imaginez un étudiant ou même un collègue qui utilise GPT-4o pour ses recherches et ses devoirs. Au début, c'est super pratique. L'IA lui fournit des réponses adaptées, des infos pertinentes, bref, tout ce dont il a besoin. Mais petit à petit, sans même s'en rendre compte, il se retrouve dans une bulle où GPT-4o ne lui propose que du contenu qui va dans le sens de ce qu'il pense déjà, qui conforte ses idées et ses opinions. Et c'est là que l'isolement intervient. À force de n'être exposé qu'à des infos qui lui ressemblent, l'étudiant perd le contact avec la diversité des points de vue, des approches, des sources. Il se coupe peu à peu du débat intellectuel, de la confrontation des idées, qui est si importante dans un contexte académique ou professionnel. L'isolement prend donc la forme d'une sorte de repli sur soi, un écho de l'effet bulle sur son propre monde. Parler avec l'autre et se demander si autre chose existe ailleurs finit par disparaître. Alors, comment y remédier ? Eh bien, en tant que prof, il faut être attentif aux signes. Si vous voyez un étudiant qui semble se couper des débats en classe, qui ne semble plus ouvert à la discussion, c'est peut-être le moment d'intervenir. Il faut l'encourager à diversifier ses sources, à se confronter à d'autres points de vue, à ne pas prendre pour argent comptant tout ce que l'IA lui propose. Vous pouvez lui suggérer de croiser ses sources et de discuter de ses recherches avec ses camarades, de venir vous voir pour échanger sur le sujet. L'objectif, c'est de lui rappeler que l'apprentissage, la réflexion, ça passe aussi et surtout par le dialogue, l'échange et la confrontation des idées. Alors oui, vous me direz que ce danger a toujours existé. Et c'est vrai. Mais avec la puissance de GPT-4o, ce danger est présent plus que jamais. Il y a un dernier danger dont il faut reparler. C'est le risque de devenir trop dépendant de ces outils et de perdre notre esprit critique. Avec ChatGPT, c'était déjà un problème. Beaucoup ont commencé à l'utiliser pour tout et n'importe quoi, rédiger des mails, des articles, faire leurs devoirs. C'est tentant parce que c'est facile et rapide.
Pour la qualité, on reviendra, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et je l'ai déjà abordé avec d'autres vidéos comme celle sur le RAG ou pourquoi sortir de la bulle OpenAI. Pour revenir au sujet, comme GPT-4o est encore plus performant, il donne encore plus l'illusion d'avoir réponse à tout, mais attention car utilisé de manière brute, il continue d'halluciner. Le plus gros danger des IA génératives persiste, car aussi bon soit-il, GPT-4o peut se tromper, avoir des biais ou donner des réponses incomplètes. Depuis janvier 2023, je parle de l'effet mollusque pour faire référence au danger de tomber dans une forme de paresse intellectuelle. Avec ChatGPT 4o, cette tentation continue de grossir. Au lieu de faire l'effort de chercher des informations, de les croiser et de les analyser de manière critique, on pourrait se contenter de faire travailler ChatGPT 4o, qui intègre maintenant certaines fonctionnalités de plateformes comme Perplexity ou même Explain Paper. De fait, il ne nous fait plus réfléchir aux enjeux d'intégrité et autres liens cognitifs systémiques. On peut utiliser ChatGPT 4o comme un outil, une source d'informations parmi d'autres. L'IA est un moyen mais pas une finalité. Et pour ça, il faut toujours garder un œil critique, vérifier ce qu'il nous dit, le comparer avec d'autres sources. Et surtout, il faut continuer à penser par nous-mêmes, à faire travailler nos méninges. Cela implique d'avoir les connaissances et une expertise parfois poussée pour pouvoir travailler avec ChatGPT 4o sans qu'il nous aliène et nous dévore. Avec l'effet bulle et la stratégie marketing d'OpenAI qui s'appuie parfois sur du tech-washing, on peut voir une tendance à nous transformer en moutons. J'ai donc tendance à élargir l'effet mollusque à notre comportement en société. Certains ne cherchent même pas à savoir si d'autres outils existent et abandonnent leur esprit critique pour tout miser sur une firme et son modèle de langage. J'en vois parfois certains qui ne savent même pas que d'autres modèles existent. GPT-4o. C'est un outil impressionnant, mais il ne faut pas ignorer les 3 dangers qui nous guettent. Premièrement, l'effet bulle. On risque de rester enfermé dans nos propres idées sans considérer d'autres points de vue. Deuxièmement, l'isolement. En utilisant trop GPT-4o, on pourrait arrêter de dialoguer et de confronter nos idées avec les autres. Et troisièmement, l'effet mollusque. On risque de devenir paresseux intellectuellement et de ne plus réfléchir par nous-mêmes. Ces dangers sont en partie liés au marketing intensif d'OpenAI. Ils nous vendent leurs IA sans toujours savoir comment les exploiter concrètement. Alors, ils se tournent vers l'éducation en espérant qu'elle trouvera une utilité à leurs innovations. Mais attention, il est crucial de garder notre esprit critique et de ne pas tout accepter sans réfléchir. L'IA générative offre des opportunités incroyables, mais il ne faut pas les gâcher en l'utilisant n'importe comment. Il faut vraiment réfléchir à comment l'intégrer intelligemment dans l'éducation. En résumé, restons vigilants et utilisons notre jugement. Avec un peu de discernement, on peut accomplir des choses formidables avec l'IA générative, que ce soit avec GPT-4o ou les autres modèles.